Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter chaque samedi à 20h30 ici même sur Sud Radio. Sud Radio, faut que ça change. Merci d'être à l'écoute. Je participe à sudradio.fr. C'est l'adresse email sur laquelle vous nous écrivez pour témoigner de votre quotidien, de vos difficultés que vous rencontrez. Et puis, eh bien, vous venez ici témoigner, parler avec nos personnalités. Mon invité du jour, ce sera Didier Moguelet, vice-président de la GFIP et chef de file CFTC. Allez, les changements à la une avec Matteo Lamblot. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap présente Sud Radio, les changements à la une. En ce samedi 7 avril 2025, Matteo Lamblot, les changements à la une. Une proposition de loi pour garantir un travail durablement pour les personnes éloignées de l'emploi. C'est en tout cas la volonté de 17 ONG dont APF France Handicap fait partie. Elles souhaitent soumettre aux parlementaires une proposition de loi afin que chacun puisse accéder à l'emploi, peu importe sa situation. À terme, elles espèrent voir s'inscrire ce droit à l'emploi pour tous dans la Constitution. C'est ce que nous explique Pascal Ribes, la présidence d'APF France Handicap. Il faut qu'il y ait la reconnaissance d'un vrai droit à l'emploi pour qu'il y ait une véritable portée et un contenu. Et pour ça, il faut effectivement créer un texte de loi qui dise que, en gros, toute personne volontaire pour pouvoir occuper un emploi sans distinction aucune, d'handicap, d'âge, de nationalité, puisse trouver, accéder à un emploi durable et décent qui soit adapté à sa situation. Une revalorisation de l'allocation adulte handicapé de 1,7%, ramenant le montant mensuel à partir du 1er avril à 17,27 €. Cette aide vise à assurer un revenu minimum aux personnes en situation de handicap qui sont dans l'incapacité de travailler. Elle s'élèvera donc pour cette prochaine année à 1033,32 € par mois. Cette revalorisation de l'AAH est essentielle, mais elle reste à nuancer, Anthony, car elle ne résout pas tous les défis structurels auxquels font face les personnes handicapées. Merci Matteo Lamblot. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap vous a présenté Sud Radio, les changements à la une. Vous êtes sur Sud Radio et les changements à la une à retrouver chaque semaine avec Matteo Lamblot. Mon invité, je vous le disais, c'est Didier Moguelet, vice-président de la GFIP et chef de file CFTC, chef de file handicap. Bonjour Didier Moguelet. Bonjour Anthony. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous occupez aujourd'hui un poste assez stratégique, la vice-présidence. Alors je sais pas, d'ailleurs c'est pas un poste en réalité, c'est plutôt une fonction élective de l'AGFIP. L'AGFIP, c'est une agence qui finalement collecte la taxe annuelle auprès des entreprises. Alors j'appelle ça une taxe, mais ça n'en est pas réellement une. C'est une contribution pour l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises et qui également a des programmes pour accompagner les travailleurs en situation de handicap dans l'emploi, donc les entreprises du privé. C'est bien ça, hein ? Ouais, exactement. Alors maintenant c'est l'URSSAF qui collecte effectivement. Et c'est l'AGFIP qui en est bénéficiaire. Et c'est l'AGFIP de la précision. Oui. Voilà, qui va gérer ces fonds effectivement pour permettre l'insertion des personnes en situation de handicap dans le monde de l'emploi. Un budget de 500 millions d'euros annuels. Je dis pas de bêtises jusque-là ? Non, c'est ça effectivement. Pour un coût de fonctionnement de combien ? Alors ça, j'en ai aucune idée, je vais vous dire franchement. Alors moi je vais vous dire, Christophe Roth nous disait, quand il était notre invité, ancien président de la GFIP, il disait 75 millions de coûts de fonctionnement. Peut-être. Alors moi, mon idée en étant nouveau vice-président, effectivement, puisque c'est mon premier mandat depuis septembre 2024, c'est plutôt de savoir comment on gère cet argent et comment on fait de la loi de 1987 qui a fondé la GFIP. Et qui a imposé le quota de 6% d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises. Tout à fait, de revenir un petit peu comme au rugby sur les fondamentaux. C'est-à-dire qu'effectivement... Ça tombe bien, on est la radio du rugby. Voilà. C'est de se dire, aujourd'hui... comment on fait pour accompagner, pour donner du sens à l'emploi des personnes en situation de handicap, surtout dans la
contexte, mais je pense qu'on va y revenir, qui est de plus en plus compliqué lorsqu'on parle de vulnérabilité, lorsqu'on parle d'inclusion, et on voit qu'on est un petit peu attaqué de toutes parts. Alors la GFIP, c'est un acteur clé, c'est un acteur historique qui a toute sa place dans cette politique de l'emploi, et mon rôle aux côtés de Sophie Crabette, l'autre vice-présidente, et puis de Christian Ploton, c'est effectivement de porter cette parole et de promouvoir toutes les actions qui peuvent être entreprises, et de donner vraiment l'envie aux entreprises d'aller sur le terrain de l'inclusion. Effectivement, on va revenir juste après sur le climat dont je pense que vous faites écho avec les politiques contre les DEI, les politiques diversité inclusive de Donald Trump. Avant ça, j'aimerais juste qu'on revienne sur les missions de la GFIP. Concrètement, quand je suis en situation de handicap, que je veux postuler à un poste, quelles sont les aides que la GFIP m'apporte ? Ça va surtout être des aides en termes d'accompagnement. Oui. D'aménagement de postes. On a en France quelque chose qui est fondamental, qui est malheureusement trop peu connu, qui s'intitule l'aménagement raisonnable. C'est de se dire, sur un emploi, plutôt que de partir du principe qu'une personne en situation de handicap va handicaper l'entreprise, c'est comment on fait concrètement, financièrement, pour permettre, sans que une entreprise mette la clé sous la porte ou qu'on aille sur des schémas complètement incongrus, permettre à cette personne de, à la fois permettre que ses compétences s'expriment et faire en sorte que c'est l'environnement de l'entreprise aille dans une logique de se dire, voilà, cette personne a autant de compétences, voire plus, et comment, d'un point de vue financier, on parvient à lui permettre d'exprimer ses talents. Son potentiel. Pour autant, la discrimination à l'emploi chez les personnes en situation de handicap est de très loin la première cause de discrimination. Loin devant les origines ethniques, y compris même dans la société. Enfin, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le défenseur de droit. Oui, pour la 8e année consécutive, effectivement, le handicap est la première source de discrimination, de saisine, effectivement, de la défenseur des droits. Ça s'explique, à mon sens, par plein de stéréotypes qui nous sont hérités depuis notre tendre enfance. Malheureusement, moi, j'appelle ça toujours le syndrome Disney. Alors, j'aime bien raconter des histoires. Le syndrome Disney, c'est effectivement depuis qu'on est tout petit, on nous explique que la princesse aux cheveux blonds et qui vit dans son château, c'est la gentille, que le prince charmant qui endosse un destrier blanc, c'est le héros. Et puis malheureusement, toutes les personnes qui sont un petit peu différentes, ça va de l'ogre en passant par le monstre qui se cache derrière un arbre dans la forêt, malheureusement, ce sont des méchants et ce sont des gens à bannir. Et ça nous poursuit aujourd'hui dans notre société. Ça, selon vous, il y a encore des préjugés à déconstruire dans les entreprises ? Complètement. Dans la mesure où, malheureusement, on n'est toujours pas assez acculturé au monde du handicap en France. Pourtant, les Jeux paralympiques sont passés par là. Alors, il y a eu les Jeux paralympiques. Alors, ça a été une très grande réussite. Ça a permis, effectivement, et France Télévisions a fait un effort considérable pour expliquer chaque épreuve, pour expliquer pourquoi le sens, sans tomber dans l'angélisme non plus. Malheureusement, moi, j'ai coutume de dire que les Jeux paralympiques ont été un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Effectivement, pendant cette quinzaine, on a vu des belles choses, on a parlé handicap, on a parlé des performances, de la valeur humaine, du sens qu'on pouvait donner à telle ou telle performance. Simplement, on a oublié la réalité, qui n'est pas toujours facile, loin de là, pour les personnes en situation de handicap, notamment à travers l'emploi. On a oublié de parler de tout ce qui est discrimination, de tout ce qui est malheureusement pauvreté. Beaucoup de personnes sont en emploi aujourd'hui, mais n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et d'ailleurs, pardonnez-moi, mais les personnes qui sont aujourd'hui dans l'emploi en situation de handicap, par moment, elles sont presque à dire, mais pourquoi
vais-je aller dans l'emploi? Pourquoi vais-je me confronter à cette réalité que vous décrivez depuis tout à l'heure? Quand aux allocations, l'allocation adulte handicapé, Mathéo Lamblot le disait tout à l'heure, elle a été revalorisée. Maintenant, elle dépasse la barre des 1000 €. Certains diront ouh, youpi. Et puis pour autant, quand vous rajoutez les autres allocations auxquelles certaines pathologies peuvent bénéficier, par exemple, une personne à Paris peut atteindre jusqu'à 3000 € par mois. Ça ne donne pas envie d'aller travailler. Alors, il y a tout un aspect fondamental qui est l'aspect... Évidemment, je mets beaucoup de précautions autour de ce que je dis. C'est pas le cas de toutes les personnes en situation de handicap, mais celles qui sont en capacité de travailler, comment on les emmène vers ça quand, ne faisant rien, elles peuvent tout gagner beaucoup mieux leur vie et ne pas tomber dans la confrontation de la situation que vous décrivez. Alors, je pense que l'intérêt premier, déjà, c'est un intérêt sociétal. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les personnes en situation de handicap, malheureusement, souffrent, je l'ai dit, alors là, on n'est pas sur le champ de la pauvreté dans l'exemple que vous citez, mais qui est très rare. On est plus sur des niveaux beaucoup plus faibles en règle générale. L'isolement est aujourd'hui quelque chose de fondamental qu'il faut avoir en tête. Voilà, l'isolement social. Moi, je parle toujours du syndrome de la machine à café. On m'a expliqué un jour, moi je suis quelqu'un qui aime aller sur le terrain, une personne en situation de handicap me dit: mais Didier, nous le lundi matin, quand vous êtes tous autour de la machine à café à raconter votre week-end, moi j'ai pas forcément grand chose à raconter. C'est une personne qui est en emploi, tout simplement parce que j'ai pas les revenus pour aller voir tel ou tel spectacle. J'ai pas forcément l'accessibilité qui me permet de me rendre chez mes amis, de me rendre à tel ou tel endroit que vous fréquentez. Et là, ça recrée un isolement à l'intérieur de l'isolement. Et c'est quand même assez paradoxal. Donc, lorsque déjà vous avez accès à l'emploi, vous vous dites malheureusement c'est compliqué. Alors imaginez les personnes qui sont en situation de handicap et qui n'ont pas accès à l'emploi, donc ils n'ont pas la capacité d'échanger, de communiquer, de se rendre visible aux yeux des autres, bref, d'exister en société. Allez, vous bougez pas, Didier Moglet, mon invité, vice-président de la GFIP et chef de file handicap CFTC, juste après la pub. Une très courte pause, on revient sur Sud Radio. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. De retour sur l'antenne de Sud Radio avec mon invité cette semaine, Didier Moglet, vice-président de l'AGFIP et puis chef de file handicap de la CFTC. Dans les changements à la une, Mathéo Lamblot, vous vouliez ajouter un chiffre que je vous ai coupé, je suis désolé. Alors, dites-nous tout. Oui, 59% des demandeurs d'emploi en situation de handicap sont aujourd'hui au chômage longue durée en France. Est-ce que vous voyez d'un bon œil la constitutionnalisation du droit à l'emploi? Ça me paraît nécessaire aujourd'hui de se dire que les personnes en situation de handicap ont cette possibilité de pouvoir travailler. Encore une fois, ça rejoint les propos qu'on a eu tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a trop de personnes qui sont écartées de l'emploi alors que elles peuvent apporter, ce qui peut paraître paradoxal, elles peuvent apporter énormément au milieu professionnel. J'ai en tête l'autisme. Aujourd'hui, l'autisme, c'est un milieu qui, les personnes atteintes de autisme, notamment l'autisme sévère, on parle de spectre de l'autisme, sont très éloignées de l'emploi. Voilà, malheureusement. Moins de 5% aujourd'hui en emploi. Et comment on fait pour accueillir ces personnes et montrer à notre société dans sa globalité que ça fonctionne et que ça apporte quelque chose toujours dans un échange gagnant-gagnant. Parce que c'est pas simplement de se dire on va faire quelque chose pour les personnes en situation de handicap. C'est ce que défend François Dufresne, le président de Andros. Voilà, alors l'ancien directeur général d'Andros et le président d'une association qui s'appelle VETA, Vivre et Travailler Autrement, qui a un modèle vertueux. Moi, je tiens à le signaler. Parce alors racontez-nous pourquoi c'est vertueux ce modèle chez Andros. Alors, chez Andros, mais pas que. Donc ça a débuté il y a plusieurs années en arrière chez Andros. C'est lui qui le défend en l'occurrence, ce truc. Tout à fait. L'idée, c'est de se dire effectivement, lorsqu'on accompagne
et c'est le maître mot, je pense, pour les personnes en situation de handicap, lorsqu'on accompagne ces personnes avec des pictogrammes, que les consignes sont bien établies, très claires, même si vous pouvez présenter un autisme sévère, vous pouvez vous retrouver de manière qualitative au sein d'une entreprise et apporter même de la productivité en plus et un environnement... notamment sur les tâches répétitives. Où on s'aperçoit effectivement que pour les personnes en situation de handicap... liées à l'autisme, les consignes doivent être très claires, les tâches très claires, et il faut arriver à anticiper ce qui n'est pas anticipable. C'est ça un petit peu la difficulté aujourd'hui, c'est de se dire, lorsque vous avez un imprévu, il faut agir en amont pour que cet imprévu soit le plus solutionné possible. Alors, si on revient sur le rôle de l'AGEFIP et la manière dont l'AGEFIP peut intervenir auprès des travailleurs en situation de handicap, auprès des entrepreneurs qui veulent recruter des personnes en situation de handicap, généralement, elles disent que c'est quand même très compliqué de pouvoir obtenir l'aide, le soutien de l'AGEFIP. Parce que lourdeur administrative, parce que des formalités qui sont très lourdes, très complexes, voire même pas accessibles aux personnes en situation de handicap. C'est malheureusement un écueil qui est fréquent, que j'entends moi depuis que j'ai été élu à cette vice-présidence. Je suis aussi secrétaire général adjoint de la fédération CFTC Agriculture. Et lors du dernier salon international de l'agriculture, Ocapiat a révélé une enquête qui était assez édifiante, dans le sens où plus de 80% des exploitants agricoles ne connaissaient pas forcément les solutions offertes par l'AGEFIP. Donc on voit qu'on a l'AGEFIP, c'est 1987, donc ça commence à dater. On a encore malheureusement beaucoup de choses qui sont méconnues, et lorsque comme ça a été dit, Anthony, lorsque vous mettez le doigt dans cet engrenage d'obtenir de l'accompagnement, de l'aide, vous vous heurtez souvent, malheureusement, encore à 8 mois. Voilà. 8 mois pour obtenir ne serait-ce qu'une réponse positive, négative, pour avoir une réponse sur oui, on va pouvoir vous accompagner, ou non, il manque une pièce à votre dossier. Alors je sais que ce que déclare l'AGEFIP de son côté, c'est plutôt 4 mois, mais la réalité des entrepreneurs, elle est tout autre. Ça prouve qu'il faut toujours être encore plus réactif, et donc, être dans cette capacité d'aller... Du coup, on fait quoi? On simplifie le site internet, on simplifie les démarches, on essaye de supprimer des étapes dans le parcours pour la décision d'accompagnement? Je pense que déjà on se recentre, c'est ce que j'ai évoqué en début d'émission, on se recentre sur l'activité première de l'AGEFIP, qui est de permettre l'emploi des personnes en situation de handicap, et d'aller vraiment au cœur des attentes de ces personnes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que il faut dans un premier temps simplifier l'accès au site internet. On parlait d'accessibilité. Ouais. Aujourd'hui, permettre... on digitalise les demandes ? On permet en fait aux personnes qui sont soit en demande, donc ça peut être l'employeur, ça peut être les personnes en situation de handicap, d'avoir accès plus rapidement et plus facilement, de manière plus intuitive, aux informations. Ça, c'est primordial. Ouais. Après, il faut que on continue à travailler sur des offres qui soient clairement identifiées, avec un système vertueux lorsque vous demandez une aide, qu'elle soit accompagnée le plus de manière la plus personnalisée, pour éviter ce que vous dites, Anthony, c'est-à-dire à savoir le sentiment que malheureusement ça n'avance pas, ou qu'il manque toujours une pièce, ou qu'il y a un refus. Aujourd'hui, moi je vois des équipes sur le terrain qui sont très engagées, très engagées. Simplement, des fois, il n'y a pas forcément un alignement de planète, et malheureusement, les personnes en situation de handicap n'ont pas forcément les ressources, le temps, l'énergie pour aller chercher une pièce qui manque et autres. Donc ça, c'est un vrai souci. On a le même souci des fois que la MDPH. C'est un peu l'écueil
Oui, ou que de bon nombre d'administrations, en tout cas, qui traitent de sujets aussi spécifiques et particuliers, comme vous venez de le dire, d'une personne en situation de handicap. Moi, je souligne le travail qui est fait là depuis la présidence de Christian Ploton, c'est-à-dire recentrer pour permettre vraiment à tous les acteurs, employeurs, personnes en situation de handicap, en recherche d'emploi et autres, d'avoir le plus rapidement, le plus aisément et le plus facilement les informations et qu'il y a vraiment une continuité de service. Je pense que c'est ça le but aujourd'hui, c'est de se dire, on parlait des coûts de fonctionnement, on parlait du budget de la GFIP, 550 millions. Aujourd'hui, c'est important que cet argent puisse aller de manière impactante. Il n'y a pas que l'argent non plus, il y a aussi des procédures, il y a des accompagnements comme vous le disiez tout à l'heure, on ne peut pas tout résumer à l'argent non plus. Par exemple, il y a la trousse de lancement d'entreprise quand on est jeune créateur en situation de handicap dont on peut bénéficier avec les premières assurances. Ça, c'est pas que de l'argent. Non, c'est pas que de l'argent, mais je pense que le premier levier, ça va être un levier de communication et de connaissance. Je précise ce que je viens de dire, c'est que la GFIP, si vous êtes en situation de handicap, que vous voulez créer votre propre boulot, parce que peut-être que vous avez envie, ou peut-être que vous y êtes contraint juste parce que vous ne trouvez pas de boulot, ou que vous pensez que vous ne trouvez pas de boulot, et vous ne pourrez pas en trouver, d'ailleurs c'est une réalité assez lourde, malheureusement, chez les travailleurs en situation de handicap, enfin les travailleurs indépendants handicapés, c'est que pour la plupart, ils montent une boîte parce qu'ils ne trouvent pas leur place dans la société. Vous pouvez créer votre entreprise grâce au soutien de la GFIP, je tiens quand même à le dire. Il y a des choses qui parfois ne vont pas bien, mais il y en a aussi d'autres qui marchent très bien. Les accompagnements, notamment avec une association qui s'appelle H-Up Entrepreneur, une autre qui recense les travailleurs indépendants en situation de handicap qui s'appelle l'inclusion. Tout ça sont des choses qui fonctionnent relativement bien. Didier Maugelet, j'aimerais quand même qu'on parle de ce qui s'est passé en début de semaine. Il y a de semaine dernière, pardon, mais il y a quand même les entreprises qui sont françaises, qui reçoivent un courrier de l'ambassade américaine, les entreprises belges aussi, pour leur dire, si vous ne vous conformez pas à notre décision de ne plus appliquer les politiques DEI, ne serait-ce que même si vous le mentionnez, vous ne pourrez plus répondre à des appels d'offres du gouvernement américain. Ça vous inspire quoi ? Moi, je trouve ça affligeant dans la mesure où, encore une fois, c'est une lame de fond. Je pense que peu de personnes le savaient forcément, puisque là, aujourd'hui, ça éclate au grand jour. C'est la première mesure, quasiment... que Donald Trump a signé, voilà, il a signé ses décrets présidentiels. C'est quand même un geste fort et ça participe à une lame de fond qui a débuté dès cet été. Disney, Ford, Ralph Lauren, Starbucks sont parmi les entreprises qui s'y sont, même Meta, surtout Meta, avec Mark Zuckerberg qui avait déclaré qu'il avait un syndrome Asperger en 2013. C'est ça, donc on a un Apple président... a résisté, Apple, Microsoft ont résisté. Certains résistent, mais jusqu'à quand ? Et on voit aujourd'hui que la volonté, c'est d'éliminer tout ce qui peut sembler discrimination positive. C'est bien le discours prononcé par Donald Trump aujourd'hui. Mais il faut faire très attention parce que derrière ce discours de discrimination positive, en fait, on parle de quoi ? On parle des personnes de l'égalité homme-femme, on parle des discriminations raciales, des discriminations liées au handicap. On parle de en fait, tout ce qui fait sens, encore une fois, dans ce qu'on appelle le vivre ensemble, ce qui permet en fait aux personnes qui sont différentes aujourd'hui d'avoir les mêmes chances de travailler et d'occuper des postes importants au sein des entreprises et de pouvoir, encore une fois, exprimer leurs compétences et en faire bénéficier à la fois les entreprises mais la société tout entière. Merci Didier Maugelet, vous êtes vice-président de l'AGFIP, chef de file handicap CFTC, je l'aurais dit plusieurs fois dans cette émission, merci d'être venu. Merci à vous. Et puis Mathéo Lamblot, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Et puis là maintenant les amis, vous ne bougez pas, sur Sud Radio, c'est Jacques Pessis. Les clés d'une vie avec une invitée, Nicole Avril. Elle a choisi son nom de famille, vu la période. Oh, c'est pas bien de dire ça. Allez, juste après la pub et les infos sur Sud Radio.